à tous, bienvenue dans Lyon Week-end. Très heureuse de vous accompagner pour votre rendez-vous de l'info sur BFM Lyon. Nous sommes le dimanche 11 septembre. À la une de votre journal, Lyon veut-elle faire disparaître ses terrasses? C'est en tout cas la question qui préoccupe les professionnels. La ville a lancé fin août une concertation pour récolter les attentes des Lyonnais. Les restaurateurs inquiets appellent leurs clients à se mobiliser pour leurs terrasses. Réussir aussi bien à l'extérieur qu'à la maison, c'est l'objectif de l'OL qui se déplace à Monaco ce soir. Après une première défaite de la saison à Lorient mercredi, les Lyonnais doivent se relancer. 1852, la charcuterie Anselme a fêté ses 170 ans ce samedi à Vénissieux. Un mâchon organisé pour l'occasion et 3 générations réunies. L'entreprise familiale de 100 salariés travaille comme à l'époque malgré son développement. Va-t-on vers une restriction des terrasses lyonnaises? La ville a lancé fin août une consultation en ligne pour recevoir l'avis des Lyonnais sur plusieurs thématiques, nuisances, durée, taille. Une concertation des habitants qui n'est pas du goût des restaurateurs. Reportage avec Louis Léger. Les petites bières, la nourriture et la petite carte de médias. Quelle place pour les terrasses demain à Lyon? C'est la question qui inquiète les commerçants. Ici, Claude, gérant de ce bar depuis 2017, dénonce une concertation biaisée. Nos craintes, parce qu'on a aussi l'impression, et c'est peut-être notre interprétation, enfin ou mon interprétation en tout cas, on a déjà l'impression d'avoir certaines réponses de diminution de terrasses et de diminution d'amplitude horaire d'utilisation de ces terrasses-là. Entre les intérêts des restaurateurs et la tranquillité des riverains, les clients sont quant à eux partagés. Pour tout ce qui est nuisance de voisinage, j'imagine que ça c'est depuis toujours, donc les voisins seront contents, j'imagine les restaurateurs moins. Je comprends pas c'est quoi le problème? C'est le voisinage qui se plaint, c'est les remontées de plaintes, de voisinage accumulées qui fait ça, ou c'est vraiment un choix de la mairie en fait. Une mairie qui souhaite rassurer les commerçants. Pour elle, il s'agit d'identifier les problèmes et d'agir en fonction des attentes de chacun. C'est partie des objectifs de la concertation. Il faut justement, notre objectif, c'est d'entendre les professionnels qui n'ont évidemment pas envie que des terrasses soient réduites ou qu'il y ait des changements trop majeurs. Les habitants qui vont s'exprimer là, on a l'avis à la mairie, souvent des courriers de plainte qu'on peut recevoir, mais ça ne veut pas dire que ce sont des avis représentatifs. Un avis que vous pouvez donner en ligne sur la plateforme Moyer jusqu'au 10 octobre prochain. En quelques jours, environ 1000 personnes ont participé à ce questionnaire. Après le ministre de l'Intérieur ce vendredi, c'est au tour de la Première ministre de venir à Lyon ce lundi. Aux côtés de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, Elisabeth Borne rencontrera d'abord les militaires de la force Sentinelle à la gare de Perrache. Puis les ministres sont attendus à la base aérienne de Lyon-Montverdun où ils échangeront avec les aviateurs de la police du ciel. Pour rentrer à Paris, Elisabeth Borne volera à bord d'un avion ravitailleur de l'armée de l'air et de l'espace qui effectuera des exercices. C'est la deuxième visite de la Première ministre dans l'agglomération lyonnaise depuis sa nomination. Fin juillet, elle s'était rendue à Vaux-en-Velin pour un déplacement sur le thème des quartiers prioritaires. Une grande fresque dévoilée devant la piscine du Rhône pour la journée internationale de la prévention du suicide. À l'honneur sur ces œuvres, les personnes répondant au numéro national de prévention du suicide, le 3114. Une fresque réalisée par l'artiste lyonnais Don Matteo. Il est allé rencontrer les répondants professionnels du 3114 pendant qu'il travaille à l'hôpital du Vinatier. Des répondants qui traitent entre 500 et 600 appels par mois sur la zone de Lyon. Écoutez. Ils sont en contact avec des gens qui sont en situation difficile, qui sont suicidaires. Et du coup, de comprendre comment eux travaillaient, comment ils appréhendaient tout ça, comment ils géraient aussi leurs propres émotions. C'était hyper intéressant. Je pense qu'on est tous confrontés de près ou de loin à des amis ou des gens qui se retrouvent en situation difficile à un moment dans leur vie. Donc voilà, l'objectif c'est de faire connaître. Ça permet d'avoir de la visibilité sur un numéro qui me semble être d'utilité publique. Je pense que c'est vraiment important que la population soit sensibilisée à ce sujet, au sujet du suicide qui est encore un sujet tabou dans la société. Et ça nous permet d'avoir de la visibilité et de rencontrer les gens aussi pour leur expliquer notre concept.
Le bar à jeux de société dans le 7e arrondissement de Lyon, l'Athénium, a besoin de vous. Les propriétaires ont lancé dans l'été une campagne de financement participative pour éviter la fermeture et payer salaires et fournisseurs. La mobilisation est impressionnante, près de 15 000 € récoltés. Cette campagne se termine ce dimanche soir. Vous pouvez donc encore soutenir l'Athénium. Écoutez l'une des gérantes du bar à jeux. On est au-delà de ce qu'on avait espéré. On a vraiment eu du soutien de plein de gens, notamment des habitués et des fournisseurs aussi, qui donc sont pas forcément sur la campagne Ulule, mais nous ont vachement aidés avec des dons de fûts, des dons de légumes, des dons de bière. L'horizon va se dégager jusqu'à l'hiver, mais il faut qu'on fasse une bonne saison d'hiver pour pouvoir continuer à survivre. Et après repartir sur des chapeaux de roue. Dans une ville aussi grande que Lyon, c'est quand même agréable d'avoir un endroit assez familial, nous on essaye d'être au maximum proche des gens, voilà, pour créer du lien, que les gens ne se perdent pas, ils se rencontrent et faire de la bonne humeur et voilà. Choc au sommet ce soir, l'OL se déplace à Monaco pour la 7e journée de Ligue 1. Après une première défaite à Lorient mercredi, les hommes de Peter Bosz doivent se relancer et prouver qu'ils peuvent gagner à l'extérieur. Les détails avec Florestine Jaffrelot. Si le bilan comptable de l'Olympique lyonnais n'est pas mauvais, les Gaunes peinent à être convaincants. Contre Lorient cette semaine, les problèmes défensifs ont ressurgi. Au total, Lyon a encaissé 7 buts en 6 matchs de championnat. Mais mercredi, les difficultés se situaient aussi au milieu de terrain. Ça a été compliqué parce qu'il y avait un bloc compact face à nous quand même. Lorient, ils ont bien joué, faut le dire quand même. Après voilà, on n'a pas été dedans. Je pense que c'est toute l'équipe en fait. C'est pas que nous trois. Je pense que c'est collectivement on n'a pas été huilés dans tout ce qu'on a voulu faire. Face à un Monaco fébrile cette saison, 10e au classement, les coéquipiers de Romain Fèvre essaieront de décrocher leur première victoire à l'extérieur. C'est parfait, c'est un gros match et c'est à nous de gagner maintenant dimanche pour montrer qu'on peut gagner à l'extérieur. Il faut partir de là-bas avec les 3 points, c'est le plus important. Voilà, faut prouver qu'on est une grande équipe, faut pas enchaîner de mauvais résultats. L'occasion pour les hommes de Peter Bosz d'affronter pour la première fois de la saison une équipe taillée pour le haut du tableau. J'ai vu pas mal de matchs de Monaco cette saison à la maison et c'est vrai, là, ils sont plus ouverts que les équipes qu'on a eues jusqu'au présent. Un gros calendrier attend l'Olympique lyonnais. Après Monaco, ils affronteront le Paris Saint-Germain, puis Lens. L'OL féminin débute sa saison en championnat ce dimanche face à Reims. Les Lyonnaises sont sûres d'une chose, être à 100% pour garder leur titre. Écoutez Sonia Bonpastor, elle était l'invitée d'Élodie Poyade dans Bonsoir Lyon cette semaine. On a beaucoup d'excitation à démarrer ce championnat en tant que tenante du titre. La préparation fut bonne, mais aussi longue. On a eu beaucoup de temps pour se préparer. La particularité, c'est qu'on a eu des retours échelonnés de nos joueuses, notamment pour celles qui ont joué les compétitions internationales. Il a fallu beaucoup individualiser et faire en sorte que les joueuses qui sont revenues un peu plus tardivement rattrapent le groupe qui avait démarré la saison. Ça s'est relativement bien passé puisqu'on a gagné notre tournoi aux États-Unis, l'ICC, premier trophée même s'il n'était pas officiel, et on a enchaîné avec le trophée des championnes. Donc pour la confiance et la dynamique, c'est des points positifs. Deuxième journée de top 14 et première défaite pour le Loup Rugby face à La Rochelle, 21-23 au Matmut Stadium de Gerland ce samedi. 2 essais pour les Lyonnais dans les dernières minutes, mais ça n'a pas été suffisant. Samuel Hamon. Contre La Rochelle, Lyon n'aura rivalisé qu'en toute fin de match. On ne peut pas se permettre de les regarder pendant 70 minutes de jeu. Une rencontre largement dominée par les Rochelais. On a passé 70 minutes, on est absent des débats, quoi. Où les Lyonnais s'inclinent de 2 points, 23-21. On a pédalé à côté du vélo. Menés de 16 points à 10 minutes de la fin, Couillou et Maracou inscrivent 2 essais coup sur coup. Trop tard pour éviter la défaite. Bien sûr, on va retenir ces 10 dernières minutes et construire là-dessus. Mais très clairement, compte tenu de nos ambitions, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. La Rochelle, vainqueur de la Champions Cup, est la bête noire du loup. Les Rochelais ont remporté leurs 4 derniers matchs contre Lyon. C'est aussi ça, peut-être la différence entre les grandes équipes, l'équipe championne d'Europe et nous. Et ça nous permet aussi de savoir où c'est qu'on se situe. Le nouvel entraîneur lyonnais Xavier Garbajosa, lui, connaît sa première défaite pour son 2e match avec le Loup. Prochaine échéance pour Lyon, un déplacement au Racing samedi prochain.
170 ans pour la charcuterie de la Maison Anselme à Vénissieux. C'est une institution, la plus ancienne charcuterie de la place de Lyon, fondée en 1852. L'entreprise familiale travaille comme à l'époque, avec comme priorité le goût et les saveurs. Pour fêter ces 170 ans, les charcutiers ont organisé un mâchon ce samedi. Seuls les bons vivants étaient acceptés. Reportage avec Laurent Canonico. Comme un petit air de guinguette pour un rendez-vous de bons vivants. Quelques canons, juste ce qu'il faut, et du cochon. Car ici c'est un mâchon et un vrai, un lyonnais, pour fêter les 170 ans de la Maison Anselme. Depuis 1852, 6 générations de charcutiers perpétuent une tradition familiale. Pietrus, le fondateur, reconnaîtrait ses saveurs. Alors je pense que les voitures qui avancent toutes seules, il aura un peu peur, vous voyez, parce qu'il était plus dans la calèche avec les chevaux et les ânes. Mais il serait très fier de retrouver les produits qu'il fabriquait il y a quelques dizaines, centaines d'années, pour être modeste, et retrouver le goût surtout et le plaisir de le manger. Quand on mange un sabaudet, quand on mange un brioché, quand on mange du pâté croûte, faut se faire plaisir. La charcuterie, c'est du plaisir avant tout. Pierre-Marie est le doyen de la famille. C'est le garant d'un savoir-faire et d'une manière de travailler presque à l'ancienne. Pas d'adjuvant, pas de colorant, malgré l'essor de l'entreprise. Un couple, il y a 170 ans, plus de 100 salariés aujourd'hui. Mes premiers marchés ont été faits par mes arrière-grands-parents, place de la Victoire à Lyon 3e. Et après, mes parents ont créé des marchés, place Général André, Lyon 8e en 1917, les États-Unis en 1930. Et puis moi, après quelques marchés sur Bron, Vénissieux, Saint-Front. Tous les jours, nous sommes sur Lyon et les environs. Au tour de Mélissa d'écrire la suite de l'histoire de la charcuterie familiale entre tradition du goût et nouveaux canaux de distribution, tout en faisant honneur aux bons vivants.